Salut et bienvenue à ce partie 1 d'un vidéo de projet de bloc de taraudage. Qu'est-ce qu'un bloc de taraudage? C'est un outil qui est utilisé pour aligner des tarots lorsque je veux tarauder un trou. Un tarot étant l'outil pour produire des filets intérieurs. Là, le bloc, c'est juste un bloc qui a des surfaces précises et des trous percés dedans qui sont très perpendiculaires à ces surfaces. Et lorsque le bloc est déposé sur une pièce et lorsque j'y insère un tarot, ça m'aide à aligner le tarot avec la pièce. Un outil très pratique. Et ce bloc de taraudage-ci est très petit parce qu'il va être servir pour des très petits tarots. Là, je vais produire plusieurs de ces blocs pour des raisons qui varient. Et ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a plusieurs choses qui me motivent à faire ce projet-ci. Une chose, je pense que je veux mentionner tout de suite, c'est qu'une personne qui, comme moi, produit des vidéos sur YouTube, qui s'appelle Brad Jacob. Son site, c'est Basement Shop Guy. Basement Shop Guy sur YouTube. Il y a un beau site, il fait du beau travail. Mais cette personne, Brad, a décidé que ça serait une bonne idée de regrouper plusieurs personnes ou machinistes sur YouTube qui font des vidéos et concevoir et fabriquer des outils qui pourront être acheminés à un des rois du YouTube, Keith Fenner, qui à chaque année organise un concours où il donne des coffres outils à des personnes du domaine, souvent des jeunes, et incorporer nos outils qu'on a fabriqués dans ces coffres. J'ai trouvé que c'était merveilleux comme idée et courageux d'essayer de gérer tout ça. Ma contribution, ça va être des blocs de taraudage. C'est ça mon objectif, c'est d'en produire. Donc, mais c'est collaboratif. On ne veut pas qu'une personne fasse tout un projet. On veut que ce soit un mélange de personnes. Donc moi, je vais produire mes blocs, je vais les tremper et ensuite je vais les envoyer à quelqu'un d'autre pour qu'ils se fassent rectifier pour leur dimension et leur final. Bon, ça c'est merveilleux, et c'est quelque chose qu'on va faire. Et ça veut dire qu'il y a 3 ou 4 blocs qui vont être finis avec des surdimensions plus grande pour la rectification. Bon, c'est une chose et c'est très bien. Mais ça n'aide pas les machinistes en herbe, les machinistes à la maison qui veulent peut-être compléter un projet comme ça d'eux-mêmes et qui n'ont pas de rectifieuse plane. C'est pas tout le monde qui en a. Moi, je ne l'ai pas, parce que je n'ai pas besoin d'en avoir. Ce n'est pas un outil que j'utilise si souvent pour mes projets autour de la maison. Bon, ceci étant dit, je vais en produire 3 ou 4 blocs de taraudage supplémentaires avec une surdimension moindre qu'on pourra finir de différentes façons, des façons ou des méthodes de finition qui sont accessibles pour les personnes à la maison. Comme ça, on va voir le meilleur des deux mondes, des deux mondes, c'est ça. Donc, passons au projet, commençons à regarder comment fabriquer un bloc de taraudage. Bon, avant de commencer à couper, je pense qu'il est important de noter ici que puisque je retiens la pièce que par son petit bord, juste par son extrémité ici, pas beaucoup de contact autrement dit, pour éviter l'effet levier sur la mâchoire mobile, je soutiens le côté opposé de la mâchoire mobile à l'aide d'un vérin. Et ça me donne la force requise pour tenir correctement cette pièce-là dans la scie. Donc, voici ce que je finis avec. Un bloc rectangulaire qui a la forme d'un gros cube, dans le fond, qui va à son tour être redécoupé dans probablement 4 pièces qui vont, eux autres, devenir mes pièces finaux. Donc, je vais redécouper. Mais je ne veux pas être obligé d'équarrir toutes ces pièces-là
une indépendamment de l'autre. Puis j'en ai deux, fait que dans le fond, je regarde probablement 8 pièces par le temps que j'ai fini. Ça ferait beaucoup d'équarrissage. Pour sauver du temps et pour sauver beaucoup de temps, on va plutôt équarrir chacun des blocs qu'on a ici avant de les couper en longueur. Et oui, ça va nous sauver beaucoup de temps parce qu'on va déjà avoir 4 surfaces sur chaque petit bloc déjà équarries et à sa grosseur. Là, avant de la fraiseuse, il faudrait préparer nos pièces. Et ce qu'on va faire à l'établi, c'est nous assurer qu'on a, premièrement, on va ébarber les pièces pour que ça soit sécuritaire. Et deuxièmement, on va s'assurer qu'on a au moins une bonne surface plane duquel on va pouvoir partir le bal de l'équarrissage. Et si par hasard j'ai réussi à avoir 2 surfaces opposées parallèles, bien, tant mieux, ça va simplifier ma vie. Donc, allons à l'établi pour préparer nos pièces pour le fraisage. Première opération, va être débarber la pièce. La pièce n'a pas de grosses bavures dessus. Je suspecte que je l'avais déjà ébarbée il y a plusieurs années de ça. Par contre, la surface qui vient d'être coupée sur la scie a des bavures significatives ici. Donc, on va stabiliser la pièce pour enlever ces grosses bavures-là dans un étau. Et c'est important d'utiliser son étau d'établi. C'est là pour sécuriser la pièce et pour nous donner du contrôle. En usinage, contrôle égale sécurité. Quand ma pièce est fixée dans l'étau, mais ça libère mes 2 mains pour tenir ma lime et pour augmenter mon contrôle et donc ma sécurité. Bon, comme j'ai mentionné, les autres arêtes de la pièce ont l'air à déjà être pas mal ébarbées. Mais je vais quand même très légèrement juste passer sur ces arêtes-là pour m'assurer qu'il n'y a rien de coupant ou d'accrochant là. Et je peux voir que c'est le cas. On est bon ici. Là, ça, je l'ai fait en le tenant à la main. J'ai réellement pas appliqué de force. Je voulais juste voir si la lime accrochait en quelque part. Mais je ne m'attendais pas à devoir forcer. Donc, dans ces cas-là, on peut tenir la pièce à la main. Mais pour des grosses arêtes, lorsqu'on va appliquer de la force, vraiment, l'étau est un must, comme on dit. Bon, prochaine opération, on va enlever la croûte de la pièce, puisque c'est une pièce qui a été laminée à chaud à l'acierie. La croûte qu'il y a sur des aciers laminés à chaud, en réalité, c'est une forme de carbure et c'est excessivement dur. Donc, lorsque possible, il est préférable d'enlever cette croûte-là avant l'usinage, parce qu'évidemment, ça peut réellement user rapidement ou même endommager les lèvres tranchantes d'un outil de coupe. Et pour l'enlever, on peut l'enlever par jet de sable si on a des équipements pour ça, ou on peut juste utiliser une vieille meule, souvent même un morceau de meule brisé, quelque chose qui a assez des gros grains qu'on peut utiliser pour juste enlever cette croûte ou ces écailles-là. Quand la croûte est particulièrement épaisse, on peut utiliser le bout très dur d'un marteau pour juste l'effriter et l'enlever la plus grosse partie. Très dangereux pour les yeux. Portez vos lunettes de sécurité en tout temps. Une fois que j'ai enlevé l'écaille ou la surface rugueuse de ma pièce,
Bien, je dois choisir la meilleure surface parce que je dois rendre une surface particulièrement plane avant d'aller sur la fraiseuse. Et pour ça, bien, je peux utiliser une plaque de dressage qui est rainurée pour accumuler une pâte abrasive et qui va me permettre de dresser ma pièce. Mais ces plaques-là ne sont pas souvent disponibles partout. Celle-là, c'en est une que j'ai fabriquée moi-même. Et pourquoi l'avoir si on ne fait pas ça souvent? On peut aussi utiliser une feuille de papier abrasif et une surface plane et un peu d'huile. Un peu d'huile pour aider à coller la feuille sur la surface, mais aussi un peu d'huile sur le papier abrasif pour aider à promouvoir l'action de coupe. Ça peut être de l'huile ou ça peut être du Varsol ou même un dégraissant, c'est bon pour cette action-là. Si on prend une huile, on veut une huile détersive, là, quelque chose comme du WD-40 ou du 3-1 ou quelque chose du genre. Bon, mais ça, c'est accessible à peu près à tout le monde. Mais si on est dans un atelier, on doit en quelque part avoir quelque chose de plat qu'on pourrait utiliser. Ou on pourrait utiliser une bande abrasive comme ça ici pour aplanir une seule surface. Là, je ne veux pas enlever beaucoup de matière, je ne veux même pas qu'il soit particulièrement beau, je veux juste qu'il soit plat. Et puisque je suis paresseux et que cette méthode est la plus rapide et que je l'ai, c'est ça que je vais faire. Donc, je vais utiliser ça pour créer une surface plane. Pas carrée, juste une surface, la rendre plane. Et voici ma surface. Je vais effectuer un petit test de ballottement ou de vibration ici pour voir que ce bloc ne ballotte pas sur la surface plane. Et je vais ensuite effectuer une mesure comparative pour vérifier que je suis bien plan. Et je vois ici avec ma cale d'épaisseur que ma surface, elle est bien plane et peut être utilisée comme référence pour commencer à équarrir ce bloc-là sur la fraiseuse. Donc, on est prêt pour passer au fraisage. Mais avant ça, j'aimerais répondre à une question qui possiblement vous achale depuis tantôt. Et ça, c'est que j'équarris les blocs avant de les découper en petits morceaux pour sauver du temps. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas équarri le bloc quand il était tout dans un morceau? Et si vous y avez pensé, mais vous avez raison, j'aurais pu sauver du temps en équarrissant le bloc avant de le couper en deux. Mais il y a un problème. Et ça, c'est que, comme j'ai mentionné au début, ce projet-ci, c'est pour le coffre à outils What's in Your Box de Keith Fenner. Et je vais en faire plusieurs, puis il pourrait en mettre dans les différents coffres d'outils qu'il donne. Et ces outils-là vont être finis par quelqu'un d'autre. C'est un effort de groupe. Plusieurs personnes qui font des vidéos comme moi sur YouTube se sont regroupées pour fabriquer des outils pour cette œuvre-là que Keith fait à chaque année. Il donne des coffres d'outils. Là, évidemment, c'est coopératif, donc on veut que plusieurs personnes touchent à chaque projet. Ce qui veut dire que certains des blocs, en l'occurrence, j'espère en faire 4, ils vont être surdimensionnés pour la rectification. Et ces blocs-là, je vais les envoyer, faire finir par quelqu'un d'autre qui éventuellement les fera venir à Keith Fenner pour son coffre à outils qu'il va donner. Donc, je vais les laisser à peu près 10 millièmes en surdimension par surface. Et l'autre, je vais essayer d'en faire 4 autres qui, eux, seront finis en atelier. Si je n'ai pas de rectifieuse plane, donc on va les finir par dressage. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde pourra faire.
Et ces 4 derniers blocs-là vont être fraisés presque à leur dimension finale. On va à peine laisser quelque chose sur l'extérieur pour donner une finition. Donc, on va voir les deux façons de faire le projet et peut-être même un troisième. Et c'est pour ça que je l'ai coupé en deux tout de suite en partant. Les deux blocs, après fraisage, n'auront pas la même dimension. Une pour le coffre à outils Keith Fenner va être un peu surdimensionné et l'autre va être pas mal à sa dimension finale. Et maintenant, on peut se diriger vers la fraiseuse. Bon, je peux voir que mon étau est aligné en dedans d'à peu près 1 millième de pouce, ce qui est excellent pour le travail à faire ici, parce que je ne me rendrai pas malade à essayer de l'avoir parfait, ça ne vaut pas la peine. L'opération et la pièce à produire n'est pas si précise que ça. Parce qu'il faut penser aussi que c'est une petite pièce et que la grosseur, elle a un impact sur l'alignement. Comment ça? Si on y pense, j'ai à peu près 1 millième d'erreur sur 4 pouces de distance. C'est pas beaucoup. Mais si je pense que la pièce que j'ai à produire dans l'axe X va mesurer seulement qu'un demi-pouce, je peux voir que ma pièce va être très précise, bien en dedans de quelques 10 millièmes de pouce, en fait, d'alignement. Puisque c'est une petite pièce, un petit mauvais alignement de la mâchoire fixe de l'étau engendre très peu d'erreurs sur la petite pièce. Parce que le bloc que j'ai à produire ici, ultimement, va être tout petit, là. Ce bloc va mesurer 13 16e par 5 8e par 1 demi-pouce. Donc, plus gros qu'un cube de sucre, mais pas le diable plus gros. C'est quand même un petit outil qu'on fabrique ici. Là, pour couper, puisque mon étau est aligné, je vais utiliser une fraise à 2 lèvres, une fraise en bout, 2 lèvres tranchantes, et ces 2 lèvres qui sont des pastilles de carbure. Ce genre de petit outil avec des pastilles triangulaires, c'est peu dispendieux et ça fonctionne très bien pour ce genre de travail. Mais ça ne coupe pas bien de son côté, c'est vraiment pour couper sur la face, le bout de l'outil. Ces pastilles-là sont intéressantes parce qu'elles sont peu dispendieuses, l'outil en général est peu dispendieux, et ils sont indexables, c'est des pastilles triangulaires. Donc, je peux les tourner et utiliser les 3 pointes. Quand il y en a une d'usée, je n'ai qu'à tourner la pastille pour continuer à travailler. Et les pastilles sont disponibles, là, et comme je dis, ils sont généralement peu dispendieux. En tout cas, comparé aux pastilles plus complexes, ceux-là sont peu dispendieux parce qu'ils ont une pente neutre et pas beaucoup de brises copeaux et toutes sortes de choses dessus. Ils sont très simples. Donc, c'est ça que je vais utiliser. L'acier que je vais être en train de couper, c'est du 4140. Donc, c'est un acier allié à moyen niveau de carbone. Sa vitesse de coupe, son VC, c'est 70. Puis si je fais le calcul, parce que pour des outils en carbure, je vais couper à peu près 4 fois plus vite que ce que j'aurais calculé pour un outil en acier rapide, mais ça va me donner entre 8 et 900 révolutions par minute. Donc, j'ai réglé ma machine pour 770. Pourquoi? Ce que je calcule, on va dire 880 révolutions par minute, quelque chose du genre, c'est un maximum. Ma machine, ce qu'il y a de plus proche de la vitesse maximale calculée, c'est à 770 révolutions minute. Je veux choisir la vitesse la plus proche que ma machine peut me donner, mais qui ne dépasse pas ce que j'ai calculé. Et dans mon cas ici, c'est 770 révolutions par minute. Si l'alignement de l'étau vous dit absolument rien, vous ne savez pas de quoi on parlait avec le comparateur à cadran, puis la mâchoire fixe et tout ça, mais n'oubliez pas, j'ai une vidéo qui porte sur l'alignement d'étau. Puis vous pouvez voir toutes mes vidéos sur ma page web. C'est complètement gratuit et accessible à tout le monde, partout au monde. C'est une page web bilingue, donc à moitié en anglais, à moitié en français. La page titre, la première page, elle est bilingue. Ensuite, il y a 2 pages en anglais, puis 2 pages en français. Si vous allez voir, la 5e page, c'est mes vidéos de projet et de démonstration en atelier. Mes vidéos théoriques, mes cours théoriques sont sur la page 4, eux. Mais sur la page 5, vous allez trouver une vidéo qui a trait
à l'alignement d'étau. Et on peut dire la même chose, la page 5, pour une vidéo qui porte sur les copeaux et les vitesses de coupe et les vitesses d'avance, puis comment les calculer et lesquelles utiliser. Et ça pourrait vous aider là, si ce que je mentionnais sur le calcul de vitesse là, vous dit absolument rien. Pour nous autres, on va maintenant installer notre outil et se préparer à couper. Bon, mon étau est aligné, ma vitesse est réglée, mon outil est installé et j'ai réglé la hauteur de la tête approximativement où je vais le vouloir pour mon action de coupe. C'est important de faire ça. J'ai réglé la tête pour qu'elle soit à peu près à la bonne hauteur avec la broche le plus profondément possible dans la tête possible. Donc, je veux qu'elle sorte le moins possible ici. Et ça, c'est parce que le plus que la broche va sortir de la tête, le moins rigide que l'installation devient. Et ça, bien évidemment, ça va affecter beaucoup l'état de surface que je vais obtenir, puis l'action de coupe que je vais avoir. Donc, c'est important que ça soit le plus rigide possible. Et pour ça, bien, on retire ou on recule la broche au maximum pour une opération de fraisage. Bon, bien, il reste maintenant à installer la pièce. Propreté avant tout, et très important de ne pas avoir de saleté ou de copeaux qui interfèrent. Je vais installer une barre parallèle pour soutenir ma pièce. Et ma pièce, voici sa surface préparée qui va aller contre la mâchoire fixe. Voici la surface à couper. Donc, j'oriente la pièce correctement. Et oui, voici le dessous qui, lui, est vraiment mal fini. Je vais également installer un deuxième parallèle, mais pas pour soutenir ma pièce, pour positionner et soutenir ce petit cylindre de laiton. Et ce cylindre va, lui, redistribuer la force appliquée par ma mâchoire mobile. Bon, ma pièce est bien serrée dans l'étau. Et comme on a vu, avec sa surface préparée, la surface que j'ai aplanie, contre la mâchoire fixe de l'étau. Très important de commencer là, comme ça on va s'assurer de partir du bon pied pour équarrir le bloc. Là, si vous voulez plus de détails sur l'équarrissage de bloc, on peut aller voir la vidéo sur ma page web à propos de l'équarrissage de bloc. Mais je vais quand même expliquer rapidement ce qui se passe ici. J'ai installé la pièce avec la surface pré-finie ou arrangée, aplanie, contre la mâchoire fixe de l'étau. Très important. Et c'est ça qui est ma référence. Je vais partir de là pour faire mes autres surfaces. Donc ça, c'est crucial. J'ai mis un parallèle en dessous de la pièce, juste pour m'aider à placer la pièce à peu près parallèle à la surface de la table, dans le plan horizontal. Et ça, c'est important pour pas que je gaspille le matériel. Des fois, on ne fait pas attention à comment la pièce s'assoit dans l'étau, dans cet axe-là, ou dans l'axe X, ici, parallèle à la surface de la table. Et la pièce est très croche, on coupe beaucoup sur un bout et beaucoup moins sur l'autre. On finit avec une pièce qui est sous-dimensionnée sur un bout parce qu'on n'a juste pas fait attention. Donc le parallèle que j'ai mis, le parallèle
Une parallèle, oui, la parallèle que j'ai mis, un parallèle, je ne sais pas, en dessous de la pièce, c'est pas pour l'asseoir parfaitement, parce que la surface en dessous de cette pièce-ci n'est pas bien finie, c'est juste une surface laminée à chaud. Mais c'est juste pour m'abriver à peu près. Et c'est pour ça que je l'ai serré dans l'étau, mais que je n'ai pas frappé la pièce avec un maillet anti-rebondissement ou un maillet impact diffus. Parce que l'asseoir, ça ne sert à rien. Je veux que la pièce repose sur la mâchoire fixe dans sa position naturelle à ce moment-ci. L'asseoir sur une surface qui n'est pas bonne, ça ne sert à rien. Le parallèle m'a placé à peu près au bon endroit et c'est ce qui compte. Mais vous avez remarqué, j'ai installé un deuxième parallèle et j'ai utilisé pour soutenir un petit cylindre de laiton. Et ce cylindre de laiton-là applique sa force au centre et ensuite redistribue la force sur l'entièreté de la pièce et m'assure un bon contact. Parce que, évidemment, ici, ces deux surfaces qui contactent mâchoire fixe, mâchoire mobile, ne sont pas nécessairement parallèles. Là. Je ne sais pas, je n'ai pas mesuré cette pièce-là encore, je n'ai pas fait d'études géométriques de la pièce. Si, par hasard, la pièce était croche et j'avais un contact juste sur un bout, mais je tiendrais seulement sur ce bout-là et le reste de la pièce pourrait bouger facilement dans l'étau. Moi, je veux m'assurer d'un bon contact. J'ai aplani le côté qui allait contre ma mâchoire fixe, bien important, et j'utilise un cylindre contre ma mâchoire mobile. Elle est mobile, elle est donc là, c'est pas précis, je ne peux pas me fier dessus. Donc, sur ma mâchoire mobile, pour m'assurer d'avoir le contact au centre de la pièce et pour que ça se tienne, ce soit retenu là, vraiment bien. Bon, ben, je suis tout installé et prêt à couper. Je vais aligner mon outil sur la pièce et prendre ma première coupe. Si on regarde ici l'installation dans l'axe Y, cet axe-ci, mais on peut voir que l'outil surplombe le côté de la pièce ici juste un peu, mais elle surplombe de beaucoup l'autre côté de la pièce. Et ça, c'est pas le hasard. Je n'ai pas centré l'outil sur la pièce, je l'ai décalé quelque peu. Et on va expliquer pourquoi. Pourquoi c'est important d'installer la pièce comme ça? Mais c'est une question de sécurité. Je veux pousser contre la pièce pour éliminer la possibilité d'agripper la pièce. Puis on va voir ce que je veux dire. Si je centrais le couteau sur la pièce dans l'axe X et je coupais dans l'axe X en tirant la pièce vers moi, avec un sens de rotation horaire sur l'outil de coupe, bien, je serais en train de pousser la pièce fermement contre la mâchoire fixe de l'étau. Et c'est ce que je veux. C'est la mâchoire fixe qui est la plus précise. C'est elle qui est la plus rigide. C'est contre elle que je veux pousser la pièce. Aucun problème là. Mais le problème, c'est que je suis en train de le pousser, mais il y a une possibilité de vibration. Pourquoi? Parce que j'ai du jeu dans ma vis mère. Il faut que je tienne compte de ça. Donc, si on prenait la pire situation, admettons que j'alignais le couteau à l'inverse de ce que j'ai fait ici, avec le bord du couteau égal avec l'autre côté de la pièce. Mais quand je prendrais une coupe, je serais en train de pousser la pièce contre la mâchoire fixe, oui, mais je serais en train de tirer la pièce vers moi en même temps. Et ça, évidemment, c'est un problème parce que si j'avance la pièce vers moi pour ma coupe, c'est que le jeu dans la vis mère est dans cette direction-là également. Et si en plus la rotation de mon couteau tire la pièce vers moi, mais là je peux être sérieusement dans le trouble. Ça peut agripper la pièce puis l'avancer très rapidement et évidemment faire un accident. Ça peut casser l'outil et c'est dangereux. Non, ce que je veux, c'est pousser la pièce contre la mâchoire fixe, oui, mais je veux pousser la pièce à s'éloigner de moi en même temps pendant que je l'avance vers moi. Autrement dit, reprendre le jeu. Bon, mais pour ça, on fait ce que je viens de faire ici. Je décale. L'outil n'est pas centré. Elle est positionnée pour qu'elle commence à couper proche du côté
où l'outil commence à couper. Okay? Donc, il tourne dans le sens horaire. C'est ce côté-ci de la pièce que je veux venir proche de commencer dessus. Donc, ma rotation doit surplomber un peu, mais pas beaucoup. Bon, mais ça pousse à l'avant quand le couteau commence à couper. Et ça, c'est bon parce que je suis en train de tirer l'avance vers moi. L'outil repousse la pièce, donc il y a une force dans le sens opposé. Le jeu est repris, aucune possibilité d'agripper la pièce à ce moment-là. Et le reste de la force, alors que le couteau continue sa coupe, pousse la pièce contre la mâchoire fixe, et ça, c'est parfait. Donc, c'est important, c'est ce qu'on appelle réellement le fraisage classique. Lorsque je n'ai pas de jeu possible, okay, je repousse la pièce pendant que je l'avance dans sa coupe. Et le fraisage en avalant, qui lui a tendance à agripper la pièce. Et ça, c'est dangereux. Autre chose que je pense que c'est important de mentionner, parce que je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais c'est jamais mauvais de répéter pour la sécurité. Et ça, c'est un axe machine, surtout sur fraiseuse, qui n'est pas utilisé pour une opération d'usinage, mais c'est un axe qui est barré. Je barre tous les axes qui ne sont pas utilisés. Et même des fois, si je prends des grosses coupes, je vais serrer légèrement un axe, même si je m'en sers, juste pour réduire toute possibilité de vibration. Bon, ici, mon axe Y est réglé. Je ne le bouge pas pendant l'action de coupe. Et ça veut dire qu'il est également barré, puisque je veux éliminer toute possibilité de mouvement, là, et ça rend la coupe plus efficace et plus sécuritaire. Bon, prenons notre coupe. Là, si vous pensiez que c'était pour être excitant, vous vous êtes trompé. C'est une vidéo pour apprendre, et la sécurité, c'est crucial. Il y a quelque chose d'autre que j'ai à dire. Et ça, c'est qu'on peut voir ici que cet outil-ci est très proche de la pièce. Elle surplombe la pièce et elle est très proche en hauteur de la surface. Et il pourrait, je ne pense pas qu'il y en ait, mais il pourrait avoir interférence ici. Et si je pars la broche dans cette situation-là, ça pourrait causer un accident grave. Je ne veux pas prendre l'habitude de partir des outils en rotation quand je suis très près de la surface d'une pièce. C'est une mauvaise habitude. Dans le cas d'une fraise à 2 lèvres ou même à 4 lèvres, c'est facile de voir l'interférence. 2 lèvres, un peu moins. Il y a des gros espaces entre les dents où on a difficulté à juger si on est en interférence ou non. Mais si on s'habitue avec des couteaux comme ça à partir proche de la pièce, à partir de la rotation quand on est proche, des fois on a un couteau à tranchant unique, comme un outil à tourteau, une fraise à tourteau. Et évidemment, une seule lèvre, c'est difficile à juger l'interférence. Puis des fois, on se rentre dans le trouble, on part l'outil, sa rotation, on est en interférence, bang, on a un accident et ça peut être très dangereux. C'est surtout dispendieux aussi, mais dispendieux, l'argent, ça se gagne. Mais des yeux, des doigts, des dents, ça, c'est difficile à remplacer. Donc, ça veut dire qu'une bonne pratique en usinage, c'est de jamais partir un outil en rotation quand elle est proche d'être en interférence, même si je suis confiant qu'elle ne l'est pas. On recule généralement dans l'axe qu'on va utiliser pour notre coupe, on recule l'outil jusqu'à ce qu'on soit assuré qu'il n'y a aucune possibilité d'interférence. On part l'outil et on approche la pièce avec un outil en rotation. Bon, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire ça exactement. Et une fois que je suis revenu à la pièce, légèrement au-dessus, je vais ajuster mon axe Z pour prendre ma première coupe. Combien que je vais couper? Le moins possible. C'est ma première surface coupée ici. Tout ce que j'enlève ici ne sert qu'à aplanir cette surface-là. La première surface coupée, elle n'a qu'à être plane, pas parallèle à rien ou rien d'autre. Donc, je vais vraiment enlever le moins possible. Pourquoi? Tout ce que j'enlève maintenant m'empêche de faire quelque chose plus tard. Si j'enlève beaucoup de matière ici et la pièce est légèrement croche, peut-être qu'il ne restera plus assez de matière plus tard pour remettre mes surfaces opposées parallèles. Exemple. Okay? Première coupe, toujours, on enlève le moins possible. Donc, on va prendre cette coupe-là.
Bon, voilà, ma première surface est complétée. Je vais faire la même chose pour le deuxième bloc, puisque j'ai 2 blocs à équarrir ici. Et ensuite, je vais ébarber ces surfaces-là avant de passer aux autres surfaces du bloc. Mais ça va être assez pour la partie 1 aujourd'hui. Dans la partie 2, ben, on va regarder comment équarrir le bloc. Donc, on va compléter l'équarrissage du bloc. Puis je sais qu'en Europe, vous ne dites pas ça, mais moi, j'ai toujours dit ça. On équarrit un bloc, on le met carré. En tout cas, on s'arrange pour qu'il soit carré. On s'entend, équarrissage. Bon, ben, on va équarrir le bloc et on va regarder du fraisage latéral pour établir nos références tertiaires. On va ensuite couper nos blocs pour produire nos petits cubes et on va ramener ces cubes-là à leur dimension pré-traitement thermique. Donc, d'ici là, amusez-vous, faites attention et bon usinage. There you go.